Merci de choisir Medi 1 pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. Au Mali, des délégués des 19 régions du district de Bamako se sont réunis du 6 au 10 mai dernier à l'occasion du dialogue inter-malien. Près de 300 recommandations et 5 résolutions ont été adoptées et soumises au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On peut citer entre autres la prolongation de la transition malienne, la possibilité pour le colonel Goïta de se présenter à la présidentielle et l'élévation des colonels qui dirigent actuellement le pays au grade de général. Des conclusions rejetées par les partis politiques maliens qui les qualifient de pièges. Quelles conséquences des conclusions du dialogue inter-malien? Comment travailler au retour de la confiance entre les autorités de la transition et les acteurs politiques? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, nous serons en Somalie où le régime présidentiel a fait son retour dans le pays avec un suffrage universel direct, ce qui constitue une concrétisation de l'une des promesses du président somalien Hassan Cheikh Mahamoud. Le suffrage universel direct avait disparu dans le pays depuis 1969. Les autorités somaliennes ont également demandé aux Nations Unies de mettre fin à sa mission politique dans le pays. Selon le ministre somalien des Affaires étrangères, la décision fait suite à un examen approfondi de leurs priorités stratégiques. Quels enjeux du retour en Somalie du suffrage universel direct? Quelle alternative à la MANUSOM, la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie, Laura. Merci. Merci également à votre co-débatteur, M. Djibril Gningue. Toujours un plaisir aussi de partager le plateau avec vous. Vous êtes expert électoral, membre de la société civile sénégalaise. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Mes salutations à Cheikh Sadibou et à vos auditeurs. Et je reste d'ailleurs avec vous. Que pensez-vous aujourd'hui des recommandations issues des résolutions, des recommandations et résolutions, autant pour moi, issues aujourd'hui du dialogue inter-malien? Bon, je pense que ces recommandations doivent être appréciées à l'aune du contexte, qui est un contexte marqué essentiellement par une instabilité politique, une insécurité, une crise sécuritaire, n'est-ce pas, sur fond de violence terroriste, en fait, djihadiste, et disons, une inefficacité des institutions qui ont été mises en place à la suite du dialogue national, de la consultation nationale, qui avait été à la base de la charte des partis, du CNT, du Conseil national de transition, de la nomination d'un président, d'un vice-président et d'un comité d'experts. Si aujourd'hui on peut parler d'une maîtrise des tensions au sein de l'appareil sécuritaire, par contre les risques sont toujours là. Donc, dans un tel contexte, est-ce qu'aujourd'hui, ces recommandations ou bien ces résolutions, en tout cas issues de ce dialogue intermalien, ne s'expliquent pas surtout par rapport à ce contexte socio-politique-là et à la situation sécuritaire, plutôt qu'avec aujourd'hui l'évaluation des institutions? Tout à fait. Je pense que cela s'explique justement, effectivement, en raison de ce contexte-là. Parce qu'on a vu qu'à l'issue du premier coup d'État, le gouvernement qui avait été mis en place coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, contre IBK, le gouvernement qui avait été mis en place, les institutions dont les membres étaient issus de la coalition, n'est-ce pas, du mouvement du M5, n'est-ce pas, FRSP, on a vu que par la suite, il y a eu des dissensions, des rivalités, et ça s'est terminé par l'élimination des civils
et la mainmise totale des militaires sur l'appareil d'État. Cela n'a pas permis de créer l'équilibre politique, les bases politiques indispensables à la réforme, aux réformes qui étaient attendues. Par conséquent, puisque les populations et la communauté internationale attendent de façon impatiente ces réformes-là, aujourd'hui, ils veulent créer, à mon avis, une autre dynamique permettant d'ouvrir des pistes qui pourraient permettre de créer cet équilibre politique qui est indispensable à ces réformes-là. Et par rapport à cet équilibre politique, et on reste toujours avec les propositions, en tout cas issues de ce dialogue, la question aujourd'hui, cher, de la prolongation de la transition de 2 à 5 ans, est-ce que cela pourrait constituer en tout cas un début de solution ou une solution pour arriver vers cette situation de stabilité-là au Mali? Bon, comme vous l'avez dit tantôt, comme l'a dit le doyen, vous savez, le Mali est un pays assez spécifique parce que le Mali a une histoire très riche concernant vraiment le rôle historique que le Mali a joué. Je l'ai toujours dit avec la charte du Mandé, le Koukan Fouga, où vraiment on a prononcé des droits et des libertés qui ont été pratiquement le fondement de la base socioculturelle de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un pays assez complexe, mais vu la situation actuelle, vu les coups d'État qui ont eu depuis les indépendances de Modibo Keïta jusqu'à Ibrahim Boubacar Keïta, donc on peut dire que ce pays traverse une situation assez difficile. Maintenant, ces militaires-là, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont fait ce qu'on appelle les assises de la refondation. Donc, dans ces assises-là, on stipulait que la transition allait durer de tel à tel, et après, on allait aller vers les élections. Mais je pense qu'organiser des élections dans un pays où il y a des territoires contrôlés par des groupes terroristes, organiser des élections dans des territoires où des groupes mènent des attaques, organiser des élections dans des territoires où les frontières sont poreuses, où des trafiquants d'armes, de drogue, de cocaïne circulent, je pense que ce n'est pas assez juste. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers des élections, qu'il ne faut pas arrêter la transition, mais il faut y aller, je pense, de manière très intelligente, parce qu'après tout, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement le Mali est dans une phase de stabilisation. L'armée malienne qui était dépourvue d'armes, l'armée malienne qui ne pouvait pas entrer dans certaines zones contrôlées par une autre puissance étrangère, aujourd'hui est parvenue à récupérer Kidal et à contrôler beaucoup de zones au niveau du territoire malien. Donc d'abord, moi j'aimerais féliciter le gouvernement malien actuel, l'actuel régime malien, par rapport à cette situation. Maintenant, certes, la démocratie est un pilier vraiment de l'avancement des pays et des peuples. Parce qu'au Sénégal, vous avez vu, malgré cette crise politique qu'il y avait, le pays est allé vers des élections et on s'en sort vraiment de manière... Si on reste avec le point que vous êtes en train d'aborder, la question de la situation sécuritaire, si l'on veut aujourd'hui assujettir la prolongation de la transition juste à cette question de la situation sécuritaire, est-ce que l'on va s'en sortir? Si l'on sait qu'aujourd'hui, la guerre qui se mène dans le Sahel, au-delà même du Mali, c'est une guerre asymétrique aujourd'hui avec les groupes terroristes. Donc on ne peut pas définir d'ici quelle période aujourd'hui on pourra éradiquer ou bien vaincre ces groupes terroristes et carrément récupérer ces parties des territoires. Donc, est-ce que cela ne risque pas d'être assez compliqué d'assujettir en tout cas à la fin de la transition à cette situation sécuritaire-là? Bon, vous avez parfaitement raison, mais moi aussi, ce que je crains, c'est que on peut aller vers les élections, donner le pouvoir aux civils, mais est-ce qu'un bon jour, il n'y aura pas aussi de retournement de situation? Parce que ce n'est pas la première fois au Mali qu'on organise des élections où il y a de nouveaux présidents, il y a des autorités, mais quelques mois après ou quelques années après, on assiste à un coup d'État. Parce que lorsque Amadou Toumani Touré était pratiquement renversé, le Mali traversait pratiquement une très bonne phase, une très belle phase même, mais avec peut-être les groupes terroristes qui ont pénétré le Sahel, qui sont emparés d'armes venant de Libye, ont pratiquement déstabilisé cette zone-là. Mais il est difficile en tout cas pour moi de dire que ce sont les élections qui vont résoudre les problèmes qui se déroulent actuellement au Mali. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers des élections. Certes, il faut le faire. Mais l'aspect sécuritaire, pour moi, pour un pays qui se réclame une grande nation, vraiment une très grande démocratie, il faut résoudre ces problèmes de sécurité-là parce qu'on risque sinon d'assister à des exactions ou des querelles interethniques parce qu'on parle de terrorisme, mais aussi il y a des problèmes ethniques. Donc, dans ce pays, il y a des conflits communautaires. Donc, il est préférable pour moi d'y aller de manière intelligente. Certes, il y a un fossé qui est en train de se créer petit à petit entre peut-être le gouvernement malien et une
une bonne partie de la classe politique. Mais il faut en tout cas aller dans cette lancée, c'est-à-dire continuer à mener des pourparlers, essayer de trouver des solutions, parce que ce n'est pas de donner une leçon au Mali, mais moi je dis aux Maliens que vous êtes dans un pays qui sert d'exemple sur le plan culturel et historique au continent africain, mais surtout à l'Afrique de l'Ouest. Donc il faut y aller de manière très intelligente, reconstituer votre État. Vous avez parlé de refondation, il faut y aller de telle sorte que le Mali s'en sortira vainqueur, parce qu'il y a d'autres puissances qui sont au niveau des frontières et qui n'attendent que le Mali tombe pour qu'ils puissent déstabiliser ce pays-là, et que, je le dis, l'Afrique de l'Ouest n'a pas besoin de cela. Et d'ailleurs, s'agissant du Mali, l'actuel Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko compte se rendre, en tout cas en sa qualité de président du parti qui est le PASTEF, dans une tournée ouest-africaine au Mali, au Burkina et également au Niger, ces pays-là sous transition. Et Djibril, par rapport à la situation tendue que vous avez soulevée tout à l'heure entre acteurs politiques et autorités de la transition, quelles conséquences aujourd'hui pourrait avoir également cette prolongation de la transition si cela venait en tout cas être entériné par les instances actuelles comme le CNT, le gouvernement et autres? Oui, je pense que, comme Cheikh Sadbou l'a dit, il faudrait que la communauté internationale et les acteurs politiques à l'interne se focalisent moins sur la durée de la transition que sur les problèmes de gouvernance, sur la refondation. Le contenu de la transition. Voilà, sur le contenu de la transition. Parce qu'en réalité, le Mali a historiquement raté, disons, plusieurs transitions. Une première transition, c'était avec Modibo, à partir de l'indépendance. Cette transition s'est heurtée à l'échec de la Fédération du Mali, d'abord. Ensuite, en 60, 63, c'est la mise en place de l'OUA. Il y avait le groupe de Casablanca. Modibo était dans le groupe de Casablanca contre le groupe de Monrovia qui était soutenu à bout de bras par les Occidentaux. Voyez, donc il était combattu d'une certaine manière par les Occidentaux. Et il y avait un certain nombre de cadres africains d'ailleurs qui avaient quitté le Sénégal, d'autres pays, et qui sont allés au Soudan pour soutenir le régime de Modibo. Et troisièmement, Modibo s'était rapproché de Tito de Yougoslavie, n'est-ce pas, et était un membre actif des non-alignés. Voyez, le peuple malien ne s'est pas mobilisé autour, justement, du leadership de Modibo, qui était un leadership continental et même international. Et cela a fait que Modibo a été isolé et finalement, n'est-ce pas, a été renversé par le coup d'État de Moussa Traoré. Alors, il y a eu une deuxième transition par la suite. Parce qu'après la chute en 1991 de Moussa Traoré, n'est-ce pas, à l'issue de la révolte des étudiants et des syndicats, n'est-ce pas, et troisièmement, secondairement des partis politiques, une transition avait été mise en place, dirigée par ATT, vous vous souvenez, voyez. Ça a abouti à l'organisation des élections et à, disons, l'élection de Alpha. Je crois qu'à ce moment-là aussi, c'était une bonne transition qui était une opportunité très grande pour le Mali, que le Mali pouvait servir justement pour une refondation. Mais ça n'a pas été saisi et il n'y avait plus d'opposition. Il y avait, disons, et la nature ayant horreur du vide, n'est-ce pas, Alpha est resté, s'est consacré plus d'ailleurs à l'OUA, à l'UA, il me semble, qu'au Mali. Voyez. Alors, depuis donc, le Mali est en train de traverser vraiment, et ce qui s'est passé avec le M5, le mouvement du 5 juin, là aussi c'était une troisième transition qui a été ratée. Entre les civils et les militaires, vraiment n'a pas permis de mobiliser toute la classe politique et tout le peuple malien autour des objectifs, n'est-ce pas, de refondation pour sortir le Mali de la situation vraiment de délabrement, n'est-ce pas, pour mettre fin à la corruption,
à la mauvaise gouvernance, etc. et sortir le Mali de la situation dans laquelle elle est. Djibril, suite au rappel historique que vous venez de faire et tous ces rendez-vous ratés, si on peut les appeler ainsi, ou bien toutes ces transitions en tout cas, qui n'ont pas eu à aboutir sur les résultats escomptés, comment en tout cas éviter de répéter les erreurs du passé avec les actuelles autorités de la transition? Voilà, je crois que c'est une question vitale. Et les conclusions de la concertation du dialogue politique peuvent y contribuer, parce que j'ai vu il y a un point important, je pense qui, disons, doit mener le pouvoir militaire à ouvrir des discussions avec les factions armées. Voyez, les groupes armés, donc certainement, qui discute avec les groupes armés, discutera nécessairement avec les groupes politiques, les sensibilités politiques, même si ces partis ont été suspendus. Je crois que ça a été une erreur. Bon, peut-être pas totalement, mais partiellement une erreur, parce qu'il y a une floraison de partis politiques comme au Sénégal, des partis qui n'ont à cette floraison de partis politiques, parmi les recommandations également, figure la rationalisation même de l'espace politique. Voilà. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est trois choses essentiellement. Il faut une nouvelle constitution. Il faut réformer la loi électorale et mettre en place un système électoral permettant aux Maliens de choisir véritablement une personnalité capable, n'est-ce pas, de répondre aux attentes des Maliens, disons, d'ouvrir la voie à une véritable refondation au Mali. Il faut également une charte des partis, mais tout cela nécessite d'arriver à un nouveau équilibre politique. Donc, il faut arriver à... Les concertations sont à la base, peuvent contribuer largement, et Ousmane Sonko dont vous parlez, n'est-ce pas, et d'autres forces qui ne sont pas au Mali nécessairement, peuvent contribuer, y compris la communauté internationale, à retrouver ce nouvel équilibre politique, n'est-ce pas, qui ne sera pas un équilibre politique ex nihilo, mais qui sera un équilibre politique autour de ces objectifs dont je viens de parler. C'est-à-dire une nouvelle constitution, une nouvelle charte des partis, n'est-ce pas, et une nouvelle loi électorale. Je crois que ces trois choses-là, si on trouve un équilibre politique autour essentiellement de ces trois choses-là, le Mali pourrait... aller à des élections. On reste, Djibril, d'ailleurs, sur les trois exemples que vous venez de donner ou les trois propositions que vous venez de donner. Nous pourrons citer même l'exemple du Tchad, en tout cas, qui a eu à faire à peu près la même chose en faisant d'abord un dialogue national inclusif avec les acteurs politiques. Ensuite, à côté, un autre dialogue à Doha avec les groupes armés avant d'en arriver aujourd'hui à mettre en place une constitution et d'aller vers une élection qui finalement a été remportée par le président qui était celui de la transition, Mohamed Idriss Déby. Et on reste avec les recommandations au Mali. Aujourd'hui, Djibril avait commencé tout à l'heure à développer là-dessus, c'est-à-dire la proposition qui a été faite aux autorités de la transition d'aller vers un dialogue ou bien d'ouvrir un dialogue avec les groupes armés terroristes. Que pensez-vous aujourd'hui de cette proposition et également de dissoudre tout ce qui était milice armée au niveau surtout le territoire national malien? Effectivement, c'est de très bonnes propositions. L'autre jour, j'avais vu certains groupes terroristes au niveau du Mali dire même qu'il faut interdire à la Turquie de vendre des drones militaires au Mali. Donc, pour vous dire tout simplement que sur le terrain, en tout cas, l'armée malienne est très efficace. L'armée malienne est en train vraiment de mener des combats contre ces groupes-là qui ont pratiquement déstabilisé beaucoup de ces régions. Je veux parler de Kidal, je veux parler des autres régions maliennes. Maintenant, pour en revenir par rapport à ce dialogue-là qu'il faut mener, qu'il faut continuer à appuyer pour aller vers l'essentiel. On sait que l'essentiel, c'est retrouver la paix, mais aussi permettre au gouvernement malien, avec la société civile malienne, surtout la société civile malienne. Moi, ce que je veux dire à l'actuel régime malien, c'est surtout d'inclure la société civile, parce que j'ai eu à lire beaucoup de documents concernant vraiment ce dialogue qu'il faut mettre en place avec la société civile malienne. On dirait que la société civile malienne se sent un peu lésée par rapport à ce que le régime est en train de faire actuellement. Parce qu'on dirait que le régime de Goïta peut-être est orienté sur le tout militaire. C'est-à-dire
tout simplement continuer à mener les combats, faire disparaître les terroristes et maintenant peut-être aller vers des élections. Ce qui peut constituer d'ailleurs à, en tout cas, désacraliser ou bien même supprimer cet équilibre-là dont on a besoin au sein de l'espace politique. D'ailleurs, c'est ce qu'a développé tout à l'heure Djibril. Effectivement, parce que la société civile, quoi qu'on puisse dire, en Afrique joue vraiment un rôle assez important par rapport à ces genres de situations. Vous avez vu le cas du Sénégal. Certes, avec cette crise-là, on a vu de grands membres de la société civile, je veux parler même du doyen Ning, de Aliou Tine et d'autres, qui ont mené vraiment... Ils ont beaucoup contribué, en tout cas, à ce que le Sénégal, cette sortie de crise, en tout cas, que le Sénégal a connue. Effectivement. Donc, au Mali, il y a de fortes personnalités au niveau de cette société civile-là. À part l'imam Dicko, il y en a d'autres. Peut-être, bon, le régime de Goïta peut-être est un peu gêné par rapport à la situation de Dicko, vous l'avez vu en Algérie et d'autres situations. Bon, mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'actuellement, le Mali, comme je l'ai dit tantôt, vu cette situation de crise, vu ces revendications qui sont légitimes, venant de la société civile, mais aussi des partis politiques, mais aussi actuellement ces groupes terroristes qui demandent un dialogue. Vraiment, il faut aller maintenant tout droit vers ce dialogue franc-là, mais un véritable dialogue. Parce que moi, en Afrique... Et on reste avec ces dialogues-là, cher. Les discussions à ouvrir avec ces groupes armés pourraient donc concerner les groupes terroristes comme le JNIM lié à Al-Qaïda, ainsi que les rebelles du cadre stratégique permanent CSP dans le Nord, signataires aujourd'hui de l'accord de paix de 2015, qui n'est plus en vigueur puisque abrogé par Goïta et le gouvernement du président Goïta. Pensez-vous aujourd'hui que l'on puisse arriver à ces discussions-là, si l'on sait qu'entre la transition et ces groupes armés aujourd'hui, l'accord de paix de 2015, je donne l'exemple, a été rompu et ces groupes armés également n'ont pas été conviés aussi à ce dialogue. C'est pourquoi quand je voulais parler de ce dialogue-là, je veux surtout parler de la sincérité des acteurs. Parce qu'en général, en Afrique, on a constaté que lorsqu'il y a des problèmes dans nos États, lorsque des dialogues ou des pourparlers sont entretenus, vous avez tout à l'heure parlé du Tchad à Doha et dans d'autres pays avant d'en revenir à Djamena. Donc il y a toujours des acteurs soit qui manquent de sincérité ou soit qui manquent de volonté à vraiment aller vers l'essentiel qui est la paix. Maintenant, il appartient au régime malien vraiment de mettre en place un dialogue sincère entre acteurs, surtout ces groupes-là qui sont au niveau de ces zones-là et qui sont en train de déstabiliser ces secteurs. Maintenant, aller au dialogue aussi ne veut pas dire essayer de tordre la main au régime malien pour les forcer à faire des choix qui n'arrangent pas pratiquement le peuple malien. Donc il appartient maintenant au régime malien de définir un cadre légal, un cadre juridique légal, un cadre qui va permettre à ces groupes-là de se retrouver autour de l'essentiel, mais aussi à la société civile de superviser ce cadre-là maintenant et d'aller vers la paix. Parce que le Mali, vraiment, depuis un certain temps, traverse des situations assez difficiles. Le Mali est sanctionné, le Mali est mis sous boycott, le Mali est mis sous embargo. Un pays qui n'a pas accès à la mer, un pays qui menace même avec ses autres partenaires de l'AES de quitter pratiquement la CEDEAO. Donc pour vous dire qu'à un moment donné, ces pays-là sont en train de se constituer et de voir des alternatives. Parce qu'ils sont tout simplement mis dos au mur. Donc c'est assez normal que ces pays essaient de s'en sortir avec d'autres situations. On a vu les Maliens se tourner même vers le Maroc avec l'AES. Par rapport même à ce point que vous venez d'aborder, pour faciliter en tout cas l'accès des pays du Sahel à la mer, il y a aujourd'hui l'initiative royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, initiée par le roi marocain, le roi Mohamed VI. Et Djibril, par rapport à la gestion aujourd'hui de cette situation sécuritaire que l'on décrit depuis tout à l'heure au Mali, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la gestion de la situation sécuritaire sous la transition ? Oui, je pense que effectivement le pouvoir malien a récupéré une bonne partie du territoire malien et comme je le disais tout à l'heure, a fini quasiment de maîtriser les tensions qui s'étaient fait jour au sein de l'appareil sécuritaire. Je pense que ceci est un pas important, n'est-ce pas, pour aller vers une résolution totale de la situation sécuritaire, qui ne pourra pas avoir lieu sans cet équilibre politique. Vous voyez, il y a... Et pour cet équilibre politique, comment arriver à rapprocher ces partis-là que sont aujourd'hui les autorités de la transition et les acteurs politiques? Comment arriver aujourd'hui à faire restaurer cette confiance-là entre ces différents acteurs qui constituent l'espace public malien? Je crois que le Mali doit avoir des ressources internes
En tout cas, l'Afrique de l'Ouest doit avoir des ressources internes permettant de faire ces médiations, des médiations entre le pouvoir militaire et les forces politiques, d'une part, le pouvoir militaire d'une part, et d'autre part, les forces politiques et la société civile. Ce que Cheikh disait tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. Le Mali, historiquement, a une société civile très dynamique et très riche. Hein. Il y a les imams Diko, mais il y a les Issa Ndiaye qui étaient professeurs à l'école normale et qui sont très dynamiques, et bien d'autres. Voyez. Et il y a les Tchibile Dramé, bon, qui étaient un moment dans la société civile, mais qui avaient fini par, je crois, créer un parti politique. Et c'est des gens qui avaient joué un rôle essentiel à pour la chute de Moussa Traoré et dans la transition qui a mené à l'élection du président Konaré. Voyez, donc je pense que il faudrait voir sur le plan interne. Voir sur le plan interne les ressources qui existent pour arriver en tout cas à un dialogue inter-malien, un dialogue franc entre acteurs de la société civile, acteurs politiques et autorités de la transition. En seconde partie de l'émission Le Débrief, nous irons en Somalie où le pays est passé à un régime présidentiel à suffrage universel direct. C'est tout de suite. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Cheikh Sadibou Ndiaye, la Somalie qui passe d'un régime parlementaire, si on peut le dire ainsi, puisque en tout cas c'était les législateurs qui élisaient un président, à un régime présidentiel au suffrage universel direct. Quelle lecture faites-vous de cette réforme constitutionnelle somalienne? Bon, avant même de faire une lecture par rapport à ce pays, j'aimerais dire aussi que ce pays a connu vraiment des situations catastrophiques, même jusqu'à présent. Des situations assez difficiles, assez catastrophiques. Donc je dis que souvent ce pays est une erreur des colonisateurs, je veux parler des Italiens et des Anglais. Parce qu'en Afrique, on avait deux systèmes pratiquement, le direct rule et l'indirect rule, c'est-à-dire les Anglais et les Britanniques. Mais en Italie, excusez-moi, en Somalie, il y avait la présence italienne, il y avait aussi la présence britannique. Donc, après les indépendances en 60, donc il y a le Somaliland, le Jubaland et le Puntland. Donc, c'est pratiquement une fédération. Donc, c'était assez compliqué et les dirigeants qui ont eu à gérer ce pays se sont orientés plutôt vers leur ethnie, vers leur famille pratiquement pour pérenniser leur gouvernance. Donc, ce qui a conduit à des situations de crise, vraiment à des crises assez difficiles qui ont déstabilisé ce pays-là. Je veux parler aussi au niveau des frontières avec ses voisins. Il y a eu pas mal de déstabilisations qui ont vraiment secoué ce pays-là. Maintenant, concernant les élections, aller vers un régime présidentiel, je pense que c'est la bonne solution qui peut permettre à ce pays de renouer avec la paix et la stabilité. On se souvient de l'opération Restore Hope où les soldats américains ont pratiquement été massacrés au niveau de ce pays-là. Donc, ce qui a même conduit à ce que l'ONU hésitait à intervenir au Rwanda en 1994. Donc, pour vous dire qu'au niveau de la Corne de l'Afrique, que ce soit en Somalie, en Éthiopie, en Érythrée, dans ces pays-là, il y a des situations de crise politique qui vraiment montrent que la forme d'État qui a été mise en place pose problème. Je pense qu'aller vers un régime présidentiel, où c'est le peuple qui élit directement un homme, comme on le dit au Sénégal, le rendez-vous d'un homme avec son peuple, je pense que c'est la bonne solution, au lieu de laisser vraiment l'élection du président à un système indirect. Mais si on reste avec le système qui existait, en tout cas, avant cette proposition d'aller vers un suffrage universel direct, je l'ai rappelé en introduction, il s'agissait d'un système assez complexe, où c'était des délégués investis, en tout cas, par les clans qui choisissaient les législateurs qui, à leur tour, désignaient le président de la République. Une forme, en tout cas, de décentralisation poussée. Que pensez-vous de ce système somalien qui, jusque-là, en tout cas, était utilisé pour élire les présidents? C'est un système archaïque, Daouda. Vu la situation géopolitique internationale qui prédomine actuellement, c'est un système archaïque. Certes, je ne vais pas dire qu'ils ont tenté de mettre un système qui leur est endogène, qui vient de leur propre réalité, parce que c'est des pays, comme vous l'avez dit tantôt, c'est des pays
très ancrés par rapport à l'ethnicisation et à ces aspects-là. Mais à un moment donné de l'histoire, ils doivent se rendre compte que la situation géopolitique, la situation démocratique du monde est en train d'évoluer. Il faut aller vers une situation démocratique. Une situation démocratique, c'est tout simplement de permettre à la population d'élire directement un homme au lieu de passer par des clans, des clans qui vont essayer de négocier ou essayer de mettre des coups bas à d'autres clans pour essayer de vraiment élire l'homme qui doit diriger, l'homme fort de ce pays-là. Donc, ce qui se passe actuellement, vu que ce pays se tourne vers vraiment un système plutôt direct pour l'élection du président de la République, je pense que c'est une bonne chose. Il faut l'accueillir à bras ouverts, mais aussi poser des bases solides qui vont permettre de pérenniser vraiment ce système-là. Parce qu'on sait qu'en Afrique, bon, comme on l'a dit au Mali, dans d'autres aspects, il y a des coups d'État qui sont là, donc l'armée est là, donc il y a des problèmes souvent internes qui poussent des hommes au sein de nos armées à vouloir prendre la tête vraiment de ces pays. Cela revient en tout cas à cette question de l'équilibre, en tout cas à maintenir au sein de l'espace public entre les différents acteurs qui constituent cet espace. Et on reste toujours avec ces clans-là. Le passage de ce système au suffrage universel direct, est-ce que cela ne risque pas, Djibril Gning, de fragiliser aujourd'hui le pouvoir de ces clans dont on parlait tout à l'heure et d'accroître des tensions politiques? Effectivement, question bien posée. Mais il faut toujours peut-être apprécier ça à la lumière des antécédents historiques de la Somalie. Effectivement, à la suite de nos royaumes, des empires qu'il y avait ici, des États précoloniaux, le colonisateur a mis en place des États qui n'ont rien à voir avec les limites de ces États précoloniaux. Ce qui a chamboulé carrément les relations intercommunautaires, interethniques, n'est-ce pas, et installé les prémices, les bases, n'est-ce pas, conflictogènes entre les ethnies et entre les communautés. Alors, cela étant dit, il faut dire qu'en ce qui concerne la Somalie, à l'indépendance en 1960, le nord occupé par les Britanniques et le sud par les Italiens ont pu fusionner. Le Somaliland est allé d'abord à l'indépendance, ensuite les autres ont suivi et ils sont allés à une fédération. Il y a eu le référendum de 1961. Alors, il me semble que quelque part, il y a eu une précipitation à ce niveau-là, parce que le Sud, les habitants du Sud étant plus nombreux, n'est-ce pas, ont remporté l'élection et l'État unitaire, parce qu'en ce moment c'était un État unitaire, n'est-ce pas, n'était pas du goût des habitants, des populations du Nord. Donc le conflit s'est installé dès le départ. Et le président Ousmane, n'est-ce pas, qui était le premier président, a pu diriger. Et à la suite des élections, il a été battu par son challenger qui a été assassiné tout de suite. Et l'armée en a profité pour prendre le pouvoir avec Siad Barre, qui a installé une sorte de dictature. Socialiste. Bon, on a dit communiste ou socialiste, mais en réalité, moi, ces régimes-là, c'est comme le régime éthiopien de Mengistu, Haïlé Mariam, je les appelle des démocraties nationales. Bon, qui ont des limites, qui ont voulu explorer la voie non capitaliste de développement. Et pour la plupart de ces expériences-là, c'est des expériences qui ont échoué et qu'il faut évaluer, dont il faut évaluer l'échec aujourd'hui, n'est-ce pas, pour peut-être avancer beaucoup plus. Alors, sur cette base-là, il y a eu donc le coup d'État de 1969 de Siad Barre, 2 ans après, donc, et il y a eu ces relations difficiles avec les voisins, l'Éthiopie, Mozambique, Kenya, n'est-ce pas? Et il y a eu la guerre de l'Ogaden, n'est-ce pas? Et la sécheresse de 1971. Voyez. Tout cela a contribué à installer les bases d'une crise économique et politique et sociale qui a vu se développer les milices Chebab, voilà, terroristes, etc., financés de l'extérieur, tout cela, ce qui a compliqué énormément la situation.
Alors, il faut dire que le régime qui était en place, n'est-ce pas, parlementaire, où les gens étaient élus à part les clans désignaient les représentants à l'Assemblée qui élisaient le président, n'est-ce pas? C'est des sortes de lobbies finalement qui se sont développés, voyez, avec ces milices, etc. et tout cela. Et ça a mené à une forte division du pays et à une guerre civile, quasi pratiquement, à une guerre civile, qui a duré près de 20 ans. La preuve, c'est que la mission la plus ancienne des Nations Unies en Afrique, c'est au Somalie. En Somalie. Et elle n'arrive toujours pas à régler les problèmes. Mais je pense qu'effectivement, le régime politique qu'il y avait, qui était un régime parlementaire basé sur les clans et tout cela, etc., a contribué à fragiliser, n'est-ce pas, à diviser les Somaliens. Donc, un retour, n'est-ce pas, au suffrage universel, à mon avis, qui se fera à partir de 2024, les locales, et la présidentielle en 2026, je pense, pourra contribuer considérablement à faire retrouver à la Somalie sa stabilité. Et d'ailleurs, tous ces amendements et réformes apportés à la constitution somalienne, en tout cas, devront être entérinés également à la suite d'un référendum qui sera organisé pour entériner, en tout cas, toutes ces décisions-là. Et dans le pays également, Djibril, il est noté des luttes de pouvoir entre les présidents et premiers ministres qui ont eu à se succéder à cause du système politique et institutionnel dont on vient de parler tout à l'heure, sur lequel était basée cette élection. Est-ce que ce passage donc au suffrage universel direct pourrait permettre d'éviter ces ambiguïtés constitutionnelles que le pays a eu à connaître? Oui, mais vous savez, je pense qu'il y a d'abord une clarté des textes. Il faudra que les textes, la Constitution soit claire pour délimiter les pouvoirs, n'est-ce pas, les différents, pour qu'il y ait une séparation des pouvoirs et une séparation des fonctions à l'intérieur de chaque pouvoir. Si cela est fait, à mon avis, cela pourrait contribuer à faire éviter. Parce que justement, dans cette nouvelle constitution de la Somalie, le Premier ministre va être remplacé par un vice-président. Donc là aussi, on peut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout si, dans les textes, les pouvoirs des uns et des autres ne sont pas bien délimités. Je pense que d'abord, il faut délimiter les pouvoirs et le reste maintenant devra être fait par la culture démocratique, par l'élégance démocratique, par le patriotisme et la citoyenneté, pour que chacun puisse vraiment cultiver son champ, se limiter strictement à ses prérogatives, pour que le pays puisse avancer, n'est-ce pas, de façon harmonieuse. Et Cheikh Sadibou, aborder aujourd'hui ou bien adopter la question du suffrage universel direct en Somalie, c'était une promesse aussi du président Hassan Cheikh Mahamoud qui avait annoncé en mars 2023 que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient selon le principe une personne, une voix. Selon vous, quels enjeux aujourd'hui de ce retour en Somalie du suffrage universel direct qui avait été supprimé depuis 1969? Bon, il y a des enjeux mais aussi des craintes. Moi, j'ai des craintes par rapport à ce retour. Certes, j'apprécie le système présidentiel, ou comme je l'ai dit, le rendez-vous d'un homme et de son peuple. Mais les craintes que j'ai, c'est que c'est un pays où les régions, pratiquement, ces régions-là ont une autonomie poussée. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tantôt, c'est des clans qui élisent pratiquement le représentant au niveau de l'Assemblée. Ce sont ces représentants-là qui font ce qui reste pour élire le président de la République. Maintenant, si on quitte ce modèle-là, cette méthode pour aller vers le système direct. Donc c'est une bonne chose, il faut l'apprécier de manière générale, mais j'ai des craintes parce qu'il y a un déséquilibre au niveau entre la population du Nord et du Sud. Donc je pense que ce déséquilibre-là risque peut-être de fragiliser, mais aussi d'amener des problèmes politico vraiment claniques au sein de ce pays-là. Donc comme l'a dit le doyen, il faut y aller avec tact, c'est-à-dire avoir des bases fortes, que les institutions soient fortes, une base légale, que la Constitution soit bien claire par rapport aux méthodes et aux systèmes qu'ils vont utiliser pour élire vraiment de manière directe le président de la République. Sinon, on risque de voir vraiment des crises politiques, des mêmes crises
vraiment un peu partout dans le pays. Mais cher, comme solution, est-ce qu'on ne pourrait pas allier les deux? Je m'explique, c'est-à-dire aujourd'hui avoir le suffrage universel direct pour élire au niveau national et régional, mais quand même ne pas toucher à cette question d'autonomie de gestion de ces territoires-là qui constituent ce pays qu'est la Somalie. Effectivement, c'est ça la bonne question. Mais est-ce que actuellement en Somalie, ils seront capables vraiment d'allier les deux? Parce que vu la méthode qu'ils utilisaient jusqu'à présent, se lever un bon jour et aller vers le système présidentiel, certes, ils ont eu à le faire, mais vu la situation actuelle du pays, vu les crises, vu la trajectoire, comme l'a dit le doyen, les problèmes politiques, les dirigeants qu'ils ont eus, des dirigeants qui sont plutôt claniques, qui ont utilisé leur clan pour se maintenir au pouvoir, ces successions de coups d'État, donc c'est l'intervention de l'armée américaine, ainsi de suite. Donc pour vous dire que c'est un pays qui a connu pas mal de crises, un pays qui traverse une situation difficile, mais peut-être à la lecture vraiment de ces hommes politiques, ils ont compris qu'il est temps de s'adapter vraiment au système vraiment international en mettant en place un système direct. Mais il y a des craintes par rapport à ce système-là. C'est une bonne chose, mais les craintes que j'ai, c'est de voir des crises de plus en plus difficiles. L'armée américaine que vous citez tout à l'heure, les États-Unis également assistent ce pays qui est la Somalie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme avec ce soutien à la formation de surtout cette force d'intervention rapide pour faire face aujourd'hui au Shebab, ce groupe terroriste. Et quelle analyse faites-vous également des initiatives du président Hassan Sheikh Mohamud pour tenter aujourd'hui de sortir la Somalie de l'instabilité chronique dans laquelle elle vit depuis des décennies? Effectivement, le président Hassan a compris qu'à un moment donné, il faut changer peut-être de système. Bon, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de mettre des bases, vraiment une base légale qui va permettre de vraiment virer, de faire un bon virage. Sinon, on risque d'assister à des crises politiques. Maintenant, moi, ce que je voudrais y ajouter, c'est que le président Hassan peut-être doit avoir l'intelligence vraiment d'engager pour parler avec l'Union africaine, avec l'organisation continentale pour que cette organisation puisse l'accompagner par rapport à ces situations qu'ils vont mettre en place. Parce que organiser des élections directes, ce n'est pas chose facile en Afrique. Il faut la présence d'observateurs, beaucoup de moyens. Et ce qui nous désole en Afrique, c'est que la plupart de ces moyens nous sont fournis par des puissances étrangères. Donc il faut essayer de manière très vraiment sérieuse, que ça soit vraiment au niveau endogène, que l'organisation de ces élections, les superviseurs aussi puissent tout d'abord venir de l'Afrique. L'Union africaine peut-être va se charger de cela, mais aussi le président Hassan peut-être a compris qu'aujourd'hui il y a vraiment des querelles géopolitiques qui sont en train de se dérouler sur le continent africain. Il faut se précipiter et mettre en place un système qui va protéger peut-être son pays par rapport à ces querelles-là. Je veux parler de l'entrée de la Chine qui est tellement présente là-bas. Mais aussi je parlais des États-Unis d'Amérique, comme vous l'avez dit, mais aussi de la Turquie et des autres puissances comme la Russie qui proposent vraiment des armes alors que l'Occident propose la démocratie. Donc pour vous dire tout simplement qu'il y a des phénomènes exogènes qui sont en train de pénétrer cette partie du corps de l'Afrique et il faut vraiment trouver des solutions endogènes, des solutions qui vont permettre sur une longue durée de protéger ces pays-là, sinon on risque de voir une déstabilisation. Quand je parle de la Chine aussi, il y a la route de la soie. Parce que la Chine est en train d'inclure cette partie de l'Afrique au niveau de cette route de la soie-là. Donc c'est pourquoi vous voyez les États-Unis... L'influence de la Chine notée également dans cette partie de l'Afrique, dans la corne de l'Afrique. Oui, la Chine a même une base militaire au niveau de cette corne de l'Afrique. Pour vous dire tout simplement qu'il y a une bataille géopolitique qui se déroule sur le continent africain. Il faut que nos dirigeants puissent comprendre de la nécessité de mettre en place des systèmes qui vont permettre de protéger d'abord vraiment la population, les populations africaines, mais aussi de sécuriser nos élections, de permettre de telle sorte qu'il n'y aura pas d'autres puissances qui vont venir s'y insérer pour vraiment amener une certaine déstabilisation. Et Djibril, l'actuelle constitution somalienne est provisoire, vous le rappeliez tout à l'heure, c'est une constitution provisoire depuis août 2012 et le processus de révision et d'amendement a commencé il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire à cette date à peu près. Depuis 2013, la constitution est en train d'être amendée, réformée et autres. Pensez-vous aujourd'hui que ces différentes réformes et amendements, comme le passage du régime présidentiel au régime présidentiel, soient validés par les Somaliens à travers un référendum à venir? Oui, c'est possible si on se réfère au référendum de 61. Parce que le Sud, justement, c'est le Sud qui avait voté massivement
pour l'adoption de ce, comment on dit ça, du suffrage universel, vous voyez, de l'État unitaire. Et aux désavantages, vous voyez, du Nord et des autres régions, n'est-ce pas, qui tenaient beaucoup plus à leur autonomie, pour des raisons historiques et peut-être culturelles aussi. Alors, donc, on ne sait pas encore. Ça peut passer sans que cela ne corresponde aux aspirations des différentes régions. Ça peut être la satisfaction parce que les régions n'ont pas le même poids démographique. Et lorsque c'est une voix, un Somalien, une voix, la démographie va jouer, la démographie. Ce sont ceux qui sont plus nombreux qui font basculer. La démographie impactera sur la démocratie. Voilà, sur la démocratie. Alors, c'est pourquoi je crois le meilleur système pour la Somalie, c'est de retourner effectivement au suffrage universel, dans le même temps en donnant dans la Constitution une large autonomie aux régions, pour que, comme aux États-Unis, certaines questions relèvent des régions, des États régionaux, qui légifèrent et qu'il y ait des exécutifs même régionaux. Alors, très poussé. Je pense que cela pourrait régler, recouper même cette réalité de clan, en fait, ce système endogène qu'ils ont voulu mettre en place et qui a eu du mal à se mettre en place. Je pense que c'est ça le meilleur système pour eux. Cela va régler, prendre en compte les questions spécifiques des régions et prendre les questions liées à la modernité sur le plan de la démocratie, qui sont liées au suffrage universel. Un acteur politique comme Mohamed Abdullahi Farmajo, qui a été président également de la Somalie de 2017 à 2022, lui en tout cas n'est pas pour cette réforme constitutionnelle. Il estime que cela ne représente pas la situation politique actuelle du pays et les piliers qui étaient au cœur de la réconciliation politique somalienne et du partage du pouvoir. Ce sont ses propos. Êtes-vous du même avis? Oui, je suis tout à fait du même avis, c'est ce que je viens de développer. Je pense que il pense certainement à ces réalités régionales qui risquent d'être gommées dans le cadre d'un suffrage universel strict, traditionnel, comme ça se fait dans les pays occidentaux. Je pense qu'il fait allusion à ça, il n'est pas allé au détail, mais il faudrait justement que les oppositions aussi en Afrique soient des oppositions de propositions. Il aurait mieux fait, en disant qu'il n'est pas d'accord, de dire quelle est la bonne proposition, le bon système. Surtout en tant qu'ancien chef d'État de la Somalie. Voilà. Comment aujourd'hui ces acteurs, comme l'ancien président somalien, Farmajo en tout cas, peuvent contribuer aujourd'hui à ce retour de la stabilité dans le pays, comme l'a rappelé Djibril Ning, en étant plus des oppositions de propositions? Effectivement, il est nécessaire qu'en Afrique aussi, que les oppositions puissent comprendre qu'il faut y aller vers des solutions. Il faut proposer aux populations des solutions pérennes. Et cela va permettre même aux populations de connaître vraiment la vérité des choses, et aussi d'engager des débats plutôt scientifiques, des débats techniques, au lieu d'être vraiment dans les insultes ou dans d'autres aspects. Donc c'est ça qu'il nous faut en Afrique. Par exemple, au Sénégal, nous avons une très bonne opposition qui a pris le pouvoir, des jeunes qui sont assez matures, assez intelligentes par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport au système de développement qu'ils veulent mettre en place. Maintenant, c'est le même cas au niveau de ce pays-là. Donc, il est nécessaire que l'opposition somalienne puisse comprendre que ce pays a connu des crises assez difficiles. Ce pays a testé le socialisme, le marxisme, Mengistu, ainsi de suite. Ils ont testé des systèmes qui ont tous échoué. Donc, à un moment donné, vu la situation actuelle du monde, les jeunes en Somalie, que ce soit au Sénégal, en Afrique, veulent le développement. Je le dis, je le répète souvent, le développement, c'est satisfaire les besoins primaires. Au lieu d'être dans des problèmes politiques, des querelles politiques, allons vers des solutions, faisons des propositions qui vont permettre à nos gouvernants vraiment de comprendre que le monde d'aujourd'hui a changé, qu'il faut aller vers des situations où il faut industrialiser l'Afrique, permettre aux populations d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation. C'est ça les bonnes choses. Au lieu d'aller vers vraiment des querelles politiques où des jeunes vont vraiment s'armer, aller déstabiliser des zones, des territoires, je pense que cela n'est pas la bonne chose. Et l'opposition somalienne doit comprendre que la situation actuelle que traverse ce pays, aller vers un système peut-être direct,
Je ne dirais pas que, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont en train d'essayer de voir un mécanisme endogène qui peut amener des solutions. Et ce système direct-là, comme je l'ai dit tantôt, va remplacer un système plutôt archaïque. Mais il faut craindre aussi que des crises viennent déstabiliser le système. C'est pourquoi je parlais des bases légales, des bases solides, des bases qui vont permettre de manière à long terme pouvoir pérenniser ce système-là de telle manière que tous les Somaliens vont s'y identifier et vont s'y vraiment... Et ces actuelles autorités somaliennes ont également demandé à la mission des Nations Unies, la mission politique des Nations Unies dans le pays, qui fait partie de l'une des plus anciennes missions, comme l'a rappelé tout à l'heure Djibril Ning. Ils ont invité en tout cas cette mission à quitter le pays aujourd'hui, en tout cas à mettre fin à cette mission qui doit se terminer au plus tard le 31 octobre 2024. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de cette mission-là qui est la MINUSOM? Il faut, pour la MINUSOM, l'ONU est dans son rôle. Comme vous le savez, depuis sa création, dans tous les théâtres d'opération, que ce soit le canal de Suez en 1956, donc ils sont intervenus, donc une mission onusienne est intervenue en Corée. Je veux parler de la guerre de Corée de 50 à 53 avec l'armistice de Panmunjom. Une mission onusienne est intervenue. Je veux parler des crises qui se sont déroulées au Congo, au Tchad, en Afrique, au Mali. Et donc, on peut dire que l'ONU est dans son rôle pour essayer de stabiliser à travers le Conseil de sécurité, qui est l'organe chargé de veiller de la paix un peu partout dans le monde. L'ONU cherche à stabiliser ces zones-là, cherche à ramener la paix dans ces zones. L'ONU est dans son rôle de protecteur de la population en permettant des convois, l'ouverture de corridors qui vont permettre vraiment à des populations isolées d'avoir accès peut-être à l'eau, peut-être à des fournitures qui vont leur permettre de survivre. Donc l'ONU, on peut dire que l'ONU a un bon bilan sur le continent africain. C'est un bilan certes mitigé qui doit être critiqué parce que l'organisation, même en tant que telle jusqu'à présent, doit être réformée pour permettre à ces États africains de plus s'identifier. L'ONU est dans son rôle, juste sur quelques secondes, Djibril Ning. Quelle alternative, selon vous, à la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie? Je pense même que les Nations Unies, effectivement, sont en train de revoir, de réfléchir sur la doctrine d'intervention, n'est-ce pas, de maintien de la paix, dans le sens de venir en appui aux forces endogènes locales. Et par rapport à ça, il faut déplorer l'inertie de l'UA, de l'Union africaine, n'est-ce pas, des organismes sous-régionaux également, CEDEAO, EAC, etc. Voyez? Alors, c'est pourquoi, l'un dans l'autre, l'ONU ferait bien de revoir sa doctrine d'intervention en rapport avec la possibilité d'une intervention endogène à travers les organismes régionaux. Revoir la doctrine de l'ONU à travers les communautés économiques régionales. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Djibril Ning, expert électoral et membre de la société civile sénégalaise. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Plaisir aussi d'avoir partagé le plateau avec Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci encore, Cheikh Sadibou, d'avoir été avec nous. Merci, je vous remercie. Merci aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.